L'Agence des microprojets sport et développement, on fait partie d'une ONG qui s'appelle la Guilde, qui a été créée en 1967, et on a quatre grands pôles: aventure, volontariat, intervention directe et microprojet. Le pôle microprojet, c'est aujourd'hui ce pourquoi vous êtes là. Le pôle volontariat, c'est le deuxième pôle de la Guilde. Ça permet à des ONG françaises telles que vous d'avoir accès à un dispositif d'intermédiation qui vous permet d'envoyer des volontaires soit sous le statut de service civique, soit sous le statut de VSI à l'international, dans vos pays d'intervention respectifs. GESCOD pratique aussi le volontariat dans le cadre de la coopération décentralisée de mémoire. Si je ne me trompe pas, Chloé, tu me dis si je dis une erreur. Euh, et donc, c'est un dispositif qui peut permettre à certaines associations qui ont quand même les reins suffisamment solides au niveau financier pour avoir des volontaires avec plus ou moins de compétences sur le terrain pour les accompagner. Le pôle aventure, c'est le pôle historique de la Guilde, que je ne vais pas évoquer beaucoup, et le pôle intervention directe, qui sont des projets de développement au Cameroun sur des projets de recyclage de déchets électroniques, et notamment en Irak et en Syrie, sur des projets multiconfessionnels et multiculturels, notamment de radio de la paix ou de reconstruction de bâtiments ou d'édifices religieux des trois religions majeures des pays en Syrie notamment. Donc voilà, ça c'est des interventions qui sont de gros développements avec des très gros projets. Et on a le pôle microprojet du coup qui est composé de l'agence des microprojets et de sport et développement. Donc du coup, notre mission en tant que pôle microprojet, parce que je vais vraiment m'attarder là-dessus, c'est de vous accompagner en tant qu'association de solidarité internationale dans la mise en œuvre de vos projets. On a quatre grands volets. Ce volet accompagné, formé. Alors, le volet accompagnement, il vient sur un volet où vous pouvez nous solliciter pour des accompagnements, pour monter des projets, même si j'insiste, c'est avant tout le réseau régional GESCOD qui doit vous accompagner. Nous, on est là en complément. Mais sachez qu'ils ont toutes les clés de lecture pour vous accompagner, pour monter des projets, pour notre dispositif de financement. Donc, c'est vraiment par eux qu'il faut que vous passiez. Vous faites appel après à nous, éventuellement, si vous le désirez. Après, on ne peut pas vous empêcher de passer directement par nous. Vous faites voilà, comme bon vous semble, mais sachez quand même que le réseau est en capacité de vous accompagner pour davantage de fonds, notamment locaux, que nous. Former, on fait ça en lien avec GESCOD. On a tout un cycle de formation et GESCOD propose encore plus de formation que ce cycle-là. Pour vous former à la méthodologie de projet, c'est une formation qui est complète pour que vous puissiez déposer convenablement des dossiers à l'agence ou à sport et développement sur tout le cycle, de la phase de diagnostic à la phase de mise en œuvre, la phase de conception, la phase de suivi-évaluation, la phase de financement. Voilà, on a tout un cycle de formation. Là, pareil, je vous invite à aller sur le site de GESCOD pour les formations, puisque normalement, ils vous référencent un petit peu tout le cycle avec des dates prévues que tu pourras peut-être évoquer, Chloé, si tu veux, en fin de session. Oui, on pourra faire un point à la fin. Voilà. Ce dispositif suivre et évaluer, le dispositif de suivi et d'évaluation, il concerne les projets qui sont dotés. On vient suivre et évaluer les projets qu'on a financés, ce qui nous amène sur le terrain, à peu près 5 à 6 fois par an en tout. Le dispositif de capitalisation, il nous amène à produire des guides et des fiches de bonnes pratiques sur la mise en place de projets, notamment la dernière fiche de bonne pratique est sur la mise en place de projets apicoles, mais il y a des fiches de bonne pratique sur les cantines scolaires, sur la construction de bibliothèques, sur l'implication des femmes dans les projets. Il y a aussi des fiches de bonne pratique sur les énergies renouvelables, etc. Ces fiches de bonne pratique, elles sont co-construites avec des ONG qui ont mis en place des projets, des ONG telles que vous, des petites associations ou des moyennes associations qui ont rencontré des problèmes ou qui ont eu des réussites. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'échanger, à l'instar de ce que vous pourrez faire dans des groupes pays autour d'une thématique. Et le dispositif financier que je vais évoquer beaucoup plus en détail.
Donc, le dispositif financier, il se regroupe en deux dispositifs, sport et développement et l'agence des micro-projets. Je vais commencer par sport et développement relativement rapidement parce que de ce que tu m'as envoyé, Cléo, de ce que j'ai vu dans la liste, il n'y a pas beaucoup d'ONG qui sont concernées, mais je vais quand même l'évoquer. Donc, sport et développement, c'est un dispositif qui vient financer des projets de développement qui utilisent le sport comme un outil et non pas comme une fin en soi. Donc, on ne va pas financer des clubs de foot, on va pas financer des joueurs de basket pour qu'ils deviennent professionnels, c'est pas notre rôle. On vient utiliser le sport comme outil de développement. C'est un dispositif de financement qui, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez recevoir entre 2 000 à 20 000 euros par projet. Ce qui est relativement conséquent, et on va évoquer les critères d'éligibilité juste après. C'est un dispositif qui est ouvert suite à une volonté politique de financer le développement, notamment en Afrique. Et j'allais dire de toute façon principalement en Afrique. Alors, ça, c'est les principales thématiques autour du sport. Donc, ça va être le sport autour de l'éducation, autour de la cohésion sociale, autour de l'égalité homme-femme, autour de l'autonomisation, de la santé, du handicap, de la formation pour faire des animateurs au niveau du sport, de l'insertion professionnelle. Ça peut être du sport pour l'environnement ou pour des compétences de vie. C'est extrêmement large. Le principal, c'est de voir un petit peu comment le sport peut s'insérer dans l'éducation, comment le sport peut servir la cohésion sociale. Pour vous donner des exemples, on a financé des projets, par exemple, je sais pas, de cécifoot, donc de personnes à déficience visuelle, à qui on propose l'outil footballistique pour se développer. Et donc, du coup, voilà, c'est sur la thématique autour du handicap. On a financé un projet autour de la formation de journalistes et de photographes qui utilisent le skate comme sport pour se déplacer en ville ou pour faire des reportages. C'est principalement des femmes qui font ça. Voilà, il y a plein de thématiques comme ça autour du sport en fait qu'on peut penser et qui peuvent permettre d'améliorer les conditions de vie de plein de populations différentes. Etc. Voilà. On peut utiliser par exemple aussi le sport pour la reconstruction pour les femmes sur le plan psychologique ou physique suite à des violences sexuelles, physiques qu'elles auraient pu subir. Et on peut par exemple utiliser le karaté, on peut utiliser les sports de combat pour amener les femmes à retrouver confiance en elles, à retrouver un dynamisme d'autonomisation qui les réinsère dans un cadre de vie qui leur permettent de penser un petit peu l'avenir. Donc voilà, c'est un programme qui va s'installer dans ce cadre-là. Donc, les associations qui sont éligibles à ce dispositif de financement, donc c'est uniquement des associations françaises qui ont au moins 2 ans d'existence, moins de 250 000 euros de budget annuel et qui ont un partenaire local, soit en Afrique, soit en Haïti. Donc, malheureusement, si vous intervenez en Amérique du Sud, Amérique centrale ou Asie, c'est pas un dispositif de financement qui vous sera accessible. Non pas que le sport n'ait pas un intérêt dans ces pays-là, mais c'est un dispositif spécifique sur cette région. Pas l'Inde non plus alors. Non, l'Inde c'est l'Asie, donc malheureusement pas accessible. Vraiment, c'est vraiment Afrique, donc Moyen-Orient, c'est aussi exclu. Donc Afghanistan, Iran, voilà, tout le Moyen-Orient est aussi exclu, bien que le Moyen-Orient ne soit pas une région géographique faisant partie de l'Asie au sens large. Pourquoi? C'est parce que c'est francophone ou bien il y a non, on finance des projets au Kenya, en Éthiopie. Non, c'est vraiment une volonté, j'allais dire davantage aussi politique, liée à une rencontre entre le président Macron et le président Georges Weah, ancien footballeur du Paris Saint-Germain. Et donc, du coup, il y a un focus Afrique, notamment, qui est lié à la politique internationale du gouvernement français. Voilà. C'est pour ça. Et Haïti, c'est pour des questions aussi de zone géographique et principalement politique. La seule chose, c'est que les zones rouges sont exclues dans ce dispositif de financement. Les zones rouges, vous pouvez les trouver sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour chaque pays, le ministère
met 3 zones, il fait une zonification de chaque pays en vert, en orange ou en rouge. En vert, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. A priori, il peut y avoir des déplacements tout à fait aisés. En zone orange, il peut y avoir un risque pour les ressortissants français, mais vous pouvez toujours vous y rendre. En zone rouge, vous ne pouvez pas vous y rendre en tant que ressortissant français. Je précise, si vous êtes binational, par exemple, si vous êtes franco-togolais et que vous avez les 2 nationalités, vous avez beau être togolais, techniquement, vous ne pouvez pas vous rendre en zone rouge, même si vous avez la nationalité togolaise, parce que vous avez aussi la nationalité française. Voilà. Après, c'est à vos risques et périls de vous rendre dans ces zones-là. Mais voilà, sachez que normalement, même si vous êtes binational, vous ne pouvez pas vous y rendre. En tout cas, ne prévenez pas le ministère, parce que normalement, ils sont censés vous l'interdire. Donc, ce qui fait quand même 55 pays éligibles à ce dispositif. Donc, le type de projet éligible à ce dispositif de financement, donc, c'est des projets qui vont avoir une durée entre 1 et 3 ans, donc, qui utilisent le sport pour l'atteinte des objectifs de développement durable, donc les fameux ODD, les 17 ODD des Nations Unies. Il faut bien entendu que le besoin il soit émis par les populations. On n'impose pas un projet, ça j'allais dire de toute façon c'est en règle générale, tout projet de développement se co-construit avec les populations locales. Le budget moyen, maximum d'un projet, c'est 150 000 euros. Donc voilà, vous pouvez solliciter entre 2 000 à 20 000 euros pour un budget maximum de 150 000. Vous supposez bien entendu que quand vous présentez un budget de 150 000 euros et on peut vous donner maximum 20 000 euros, il va vous falloir trouver des cofinanceurs. Je fais quelques précisions sur ce dispositif. Donc, au niveau de sport et développement, donc, on ne peut pas financer plus de 75% d'un projet. Donc, supposons que, par exemple, vous ayez un projet de, 20 000 euros. Vous ne pourrez pas solliciter plus de 15 000 euros sur ce dispositif de financement. Voilà. Est-ce qu'il y a des associations, je peux rentrer éventuellement plus dans le détail, s'il y a des associations qui sont intéressées par le sport, s'il n'y en a pas, je peux passer à l'agence. Est-ce qu'il y a des associations qui sont intéressées par le sport et qui sont connectées? Pas mon association en tout cas. Oh, mais ça peut donner des idées, effectivement. Oui, c'est intéressant. Oui, ça peut donner des idées. L'objectif, c'est justement aussi de vous donner des idées. C'est un dispositif de financement où il y a quand même des fonds, alors qui sont moindres que le dispositif de l'agence, mais qui sont quand même relativement importants. La clôture de l'appel à projet aura lieu le 31 septembre 2020. Donc, ce qui voulait, je sais plus. Le mois de septembre, c'est en 30 ou c'est en 31? Je sais plus. J'ai un doute. J'ai plus le moyen mnémotechnique en tête. Oui, c'est 30. C'est 30. 30 jours en septembre. Voilà, c'est 30 jours. Donc, c'est le 30 septembre. Merci de me confirmer. Voilà, le 30 septembre, la clôture. Si ça vous donne des idées et si vous pensez à des projets et que vous n'en avez pas encore, sachez qu'il y a ma collègue Oriane Buridard qui est spécifique sur l'accompagnement des ONG pour le sport. Sachez que le GESCODE est n'a peut-être pas encore toutes les compétences pour vous accompagner sur ce programme parce qu'il est encore relativement neuf. Chloé, tu m'interromps si je me... Oui, c'est vrai que on n'a pas encore accompagné d'associations sur ce type de dispositif. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est utile aussi pour nous d'avoir ce point. Voilà, exactement. Donc là, c'est peut-être, vous pouvez peut-être aller plus directement vers ma collègue Oriane Buridard. Donc sur sportdéveloppement.org, qui est le site internet, donc sportdéveloppement.org, tout accroché. Vous trouverez non seulement toutes les coordonnées d'Oriane, mais en plus vous verrez les projets qu'on a déjà financés avec des fiches qui vous présentent tous les projets. Ce qui vous permet déjà d'avoir des idées de ce qu'on peut financer.
et un petit peu voilà, toutes les thématiques qui sont portées par les acteurs autour du sport. Donc, sachez que normalement, c'est un dispositif financier qui devrait être renouvelé jusqu'en 2024 pour les JO. Pour l'instant, il va jusqu'en 2021, mais il y a bon espoir qu'il aille jusqu'en 2024. Donc, vous avez aussi le temps de penser un projet autour de cette thématique. Sachez que ça peut être aussi de l'investissement. Hein. Ça peut être, il peut nous être déposé des projets d'infrastructure, construction de, je sais pas, de city-stade. Ça peut être aussi des projets de natation. Etc., etc. Voilà, toutes les thématiques sont ouvertes sur le sport. Si jamais vous avez une idée, contactez ma collègue. Elle vous donnera exactement tous les détails et tout l'accompagnement nécessaire pour déposer un projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif ou pas? Non. Je souhaiterais savoir, est-ce que les associations... Parlez bien près de votre micro, je vous entends mal. Je disais, est-ce que les associations sportives peuvent aussi postuler pour ce genre de projet? Absolument. Tant que vous respectez... Alors, une association sportive française, hein, c'est ça? Oui, absolument. Vous pouvez déposer. Tant que vous êtes une association de loi 1901 qui a moins de 2 ans d'existence et moins de 250 000 € de budget, vous pouvez tout à fait déposer. Donc, si vous avez une association française qui... Alors, il faut être en lien avec un partenaire local. Hein, donc, ça reste ça reste obligatoire. Mais oui, tant que c'est une association de loi 1900, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Ok. Oui, ça va, merci. D'accord. Ok. Alors, je vais passer au dispositif de l'agence. Alors, le dispositif de l'agence des micro-projets. On a un dispositif, donc du coup, comme je vous ai dit, accompagnement, formation, suivi, évaluation. Là, on va rentrer davantage dans le dispositif de financement. Donc, on fonctionne par appel à projet, comme sport et développement. On a 2 appels à projet. Alors, contrairement à sport et développement, notre clôture du mois de septembre, c'est le 14 septembre. Sachant que sport et développement, c'est le 30 septembre. Et pour le dispositif, donc pour les appels à projets qui auront lieu en 2021, la date n'est pas encore actée, mais c'est souvent fin mars, début avril. Voilà. Donc, de toute façon, on vous communiquera exactement les dates. Le dispositif financier, il est entre 2 000 à 10 000 € par projet, donc c'est moins que le sport. Et je vais rentrer exactement dans les détails pour vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces 2 000 à 10 000 € par projet. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, on est un petit peu différent que sport et développement. Donc, on est sur une association qui a au minimum 2 ans d'existence et moins de 130 000 € de ressources annuelles. Donc, c'est moins que le seuil est plus bas que le sport. On parle bien de l'année N-1. Donc, je précise, pour l'appel à projet du mois de mars, par exemple 2021, vous aurez vos chiffres de 2020. Pour l'appel à projet là, de septembre, ce sera vos chiffres courants de l'année. Puisque normalement, vous avez fait votre assemblée générale souvent entre le mois de mars et le mois de juin. Et donc, pour l'appel à projet du mois de septembre, automne 2020, vous devez nous fournir vos comptes financiers de l'année en cours. Votre partenaire local, vous en avez un, comme pour le sport et développement. Ça doit être une association, un groupement, une coopérative, ça peut être une école, ça peut être une mairie, ça peut être un partenaire plus ou moins formalisé. S'il est informel, il doit au moins être reconnu par les autorités sur le territoire où il intervient. Si c'est par exemple un groupement de femmes, il faut au moins qu'il soit reconnu par le village ou par la commune. Ce que le partenaire ne doit pas être, comme pour sport et développement, c'est que ça ne peut pas être une entreprise privée, ça ne peut pas être un individu non plus. Donc voilà, c'est forcément un groupement de personnes, un groupe de personnes
une association de parents d'élèves, l'école, voilà. Il y a toute entité qui n'est pas une entité à proprement parler privée. Et donc le projet doit se faire entre 1 à 3 ans dans un pays éligible au comité d'aide au développement de l'OCDE. Donc le comité d'aide au développement de l'OCDE, il a édité toute une liste de pays qui est extrêmement longue et que je ne vais pas tout vous citer parce que même moi, je crois que je ne les connais pas tous. Mais globalement, l'ensemble des pays africains, une majorité des pays asiatiques et à quelques exceptions près, l'ensemble des pays d'Amérique du Sud et centrale sont éligibles à notre dispositif financier. Et concernant les thématiques, là on va être sur des thématiques extrêmement larges. Donc ça va être l'eau, la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, l'entrepreneuriat, ça peut être droit de la femme, droit de l'enfant, droit de l'homme, développement urbain. Voilà, on est vraiment sur toutes les thématiques, tant qu'il y a une dynamique quand même sociale derrière. On ne va pas financer des projets qui ont vocation à mettre en place des entreprises lucratives. Il faut quand même qu'il y ait une dimension sociale dans les projets qu'on vient financer. Quand vous faites appel à notre dispositif financier, sachez qu'il y a des fonds qui ne sont pas cumulables avec le nôtre, notamment tous les fonds qui viennent de l'Agence française de développement ou du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, à partir de là, pour les associations qui sont issues des diasporas, vous avez un dispositif de financement qui ressemble beaucoup au nôtre, qui est le dispositif du FORIM, le PRAOSIM. Je crois qu'il y a eu une présentation des financements il n'y a pas longtemps où il va y avoir une présentation de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui n'est accessible qu'aux associations qui sont issues de la diaspora. Comme c'est financé par l'AFD et le ministère, vous ne pouvez pas le cumuler sur le même projet. Donc par exemple, si vous avez un financement du PRAOSIM, vous ne pouvez pas avoir un financement de l'Agence des microprojets sur le même projet. Je précise bien sur le même projet. Vous pouvez tout à fait déposer un projet à l'agence qui concerne par exemple un forage et un projet au PRAOSIM qui concerne un centre de santé. Qui soit bien distinct, qui ne soit pas relié. Et donc là, il n'y a pas de problème pour que vous déposiez une demande de subvention aux deux dispositifs. Il y a les fonds pour ceux qui font des projets agricoles. Il y a les fonds du CFSI, qui a un dispositif financier qui est assez important, qui est abondé par l'Agence française de développement et par la Fondation de France. Là, pareil, pas cumulable avec le nôtre, mais qui est un gros dispositif si vous faites de l'agriculture notamment. Et puis après, vous avez tous les fonds des ambassades de France, des instituts français si elles sont en lien avec le ministère, ou financés en grande partie par le ministère. Et vous avez aussi le dispositif pour ceux qui sont concernés par le dispositif de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a un appel à projet commun avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui n'est donc pas éligible avec le nôtre. Et enfin, vous avez un autre dispositif financier qui est un dispositif méditerranéen qui vient financer tous les projets des pays qui sont autour de la Méditerranée et qui sont là aussi souvent financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et donc qui ne sont pas cumulables avec le nôtre. Voilà, c'est les gros dispositifs que vous allez trouver, en tout cas en tant que petite association française qui ne sont pas éligibles. Si vous avez un doute, vous nous appelez, de toute façon. Voilà, vous appelez l'agence, vous leur dites bon ben voilà, je suis financé par tel bailleur ou je voudrais faire une demande de subvention à tel bailleur. Est-ce qu'il est cumulable avec le vôtre? Et là, on va tout de suite vous répondre oui ou non. Pour les associations qui seraient des antennes d'une plus grosse ONG nationale, si vous n'avez pas d'existence juridique, c'est-à-dire si vous n'êtes pas une association de loi 1901 ou pour l'Alsace et la Lorraine, parce que je crois que vous n'avez pas de parution au journal officiel, c'est pour moi, enfin de mémoire, je crois que c'est un document du tribunal de grande instance ou d'instance, je sais plus. C'est Alsace et Moselle, ouais. Voilà, à l'Alsace. Et Moselle, on a quand même.
Voilà. Vous avez souvent parfois pas de parution au journal officiel à proprement parler, mais vous avez un autre document qui est l'équivalent. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, quand je dis association loi 1901 au journal officiel, voilà, oui, l'équivalent est en Alsace, en Moselle, et en Lorraine, pardon, c'est Lorraine et Moselle. C'est Alsace et Moselle. Ouais. Alsace et Moselle, je vais y arriver. Voilà, sachez que vous avez l'équivalent, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, si vous êtes une association qui est une antenne et qui n'a pas d'existence juridique propre, vous n'êtes pas éligible à notre dispositif de financement. Notamment, par exemple, je ne sais pas, parfois il y a des délégations du secours catholique ou du secours islamique, il y a des délégations je sais pas, d'associations comme Partage, qui peuvent, par exemple, ne pas avoir forcément d'identité juridique, mais qui font partie d'une plus grosse ONG, et vous n'êtes pas éligible. Et du coup, ne sont pas non plus éligibles tous les projets ponctuels. Alors, on reviendra là-dessus, mais on entend par projet ponctuel des projets qui ne sont pas de développement, donc qui font moins d'un an, notamment. Par exemple, les projets où votre objectif, c'est d'arriver pendant un mois, de faire une construction et de partir. D'où le fait que les projets de construction simple ne sont pas éligibles. Si vous nous présentez un projet où l'objectif, c'est de construire une école, et qu'il n'y a que ça dans votre projet, on n'ira pas vous financer. Parce que tout simplement, construire des écoles, tout le monde sait faire. C'est pas un problème. Les États, même avec le peu de moyens parfois qu'ils ont, ils savent construire des écoles, mais derrière, c'est pas tout de mettre en place des écoles. Il y a toute une méthodologie, et c'est justement pour ça qu'on vous accompagne, c'est-à-dire il faut des professeurs, il faut du matériel, il faut de l'équipement, il faut de l'électrification, il faut pouvoir réhabiliter les infrastructures, il faut peut-être des latrines, des points d'eau, il faut sensibiliser, il faut former. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale ou les directions régionales associées attribuent des professeurs. Qu'est-ce qu'on fait s'ils n'en attribuent pas? Donc voilà, tout ce qui est construction simple, par exemple, vous nous déposez simplement la construction d'un forage, non, ça passera pas non plus. Construire un forage, c'est la méthodologie derrière du comité de gestion qui va gérer le point d'eau, quelle est la tarification du point d'eau, comment on va la potabiliser si elle n'est pas potable, l'eau, qui c'est qui va être en charge de la maintenance des équipements, etc., etc. Donc voilà, sachez que s'il n'y a qu'un projet de construction, ça passera pas. Les projets d'urgence, on a un bailleur de développement. Donc, si vous êtes, par exemple, alors, hormis un appel à projet récent qu'on a fait, qui était un appel à projet sur le Covid, mais par exemple, pour la personne qui a parlé de la situation de l'Inde actuellement, vous ne pouvez pas nous déposer un projet qui viendrait, pour la session de septembre, je m'entends, qui viendrait par exemple prendre en charge des personnes atteintes du Covid ou qui viendrait faire de la distribution d'aide alimentaire pour les populations. Voilà, puisque du coup, on est vraiment dans un projet d'urgence, on n'est pas dans un projet de développement. Donc ça ne veut pas dire, attention, que ces projets n'ont pas un intérêt et ne soient pas indispensables en fonction de la situation des pays, mais c'est simplement qu'on n'est pas le bon bailleur de fonds. Voilà. Je peux vous poser une question? Absolument. Parce que vous parlez de construction simple, mais vous pouvez financer du fonctionnement, c'est ça? Et pas que de la construction. C'est-à-dire, si on dit une construction, mais avec le fonctionnement, c'est possible. Alors oui et non. Là, vous allez sur un point un peu C'est de l'investissement ou c'est du fonctionnement? Non, c'est-à-dire que c'est les deux. On vient financer de l'investissement. C'est-à-dire qu'on peut venir financer un puits. D'accord. Mais s'il n'y a que le puits, on ne viendra pas financer. Oui, d'accord, ça j'ai compris. Et à l'instar de votre autre partie de question, si vous nous présentez un projet où il n'y a que du fonctionnement, on ne viendra pas financer non plus. D'accord, voilà. Il faut les deux. Et quand il y a du fonctionnement, alors là, vous anticipez un petit peu sur la suite, mais c'est pas grave. Quand il y a du fonctionnement, on peut venir le financer, mais il faut être en capacité de nous démontrer que le projet prendra en charge le fonctionnement à la fin du projet. Donc, je m'entends, par exemple, si vous nous dites, bon, voilà, l'objectif, c'est par exemple, de payer un coordinateur agricole pour la coopérative pendant la mise en œuvre du projet. On peut venir prendre en charge une partie du salaire du coordinateur ou de la coordinatrice de la coopérative, mais à la fin du projet, quand la coopérative est mise en place et qu'elle gagne des revenus, il faut qu'elle gagne suffisamment de revenus
pour couvrir les frais de coordination. Sinon, en fait, au niveau des frais de fonctionnement, l'idée, c'est qu'on ne doit pas être dans une logique d'assistanat. C'est-à-dire que si vous ne nous démontrez pas que le projet il peut prendre en charge les frais de fonctionnement, ben en fait, du coup, vous avez toujours besoin d'argent qui vient de l'extérieur pour faire fonctionner les projets. Et donc, du coup, le projet, il est dépendant soit de vos fonds associatifs, soit de fonds de bailleurs de fonds. Et donc, du coup, il y a une dépendance qui se crée. Le jour où le financement se coupe, et ben, le projet il périclite, il n'existe plus, il va s'arrêter. Et donc, du coup, ben, on aura mis une belle infrastructure en place, on aura mis tout ce qu'il faut, mais le projet il va s'arrêter parce que le fonctionnement il sera plus là. D'où le fait que souvent, par exemple, sur les projets éducatifs, on vous demande et on demande à ce que la prise en charge, par exemple, du personnel éducatif ou sur les projets de santé du personnel de santé, soit prise en charge par les ministères ou par les directions régionales associées. Si on vient financer et que le ministère, par exemple, ne vient pas financer le personnel de santé, il faut être en capacité de nous démontrer qu'avec les services de soins, avec les services de vente de médicaments, etc., le dispensaire soit en capacité de couvrir les frais de fonctionnement du centre. Voilà. Et donc, il y a aussi tout ce qui est projet de microcrédit qui ne sont pas éligibles. Je parle de projet de microcrédit. Dans un projet, vous pouvez avoir un volet microcrédit. Cette dépense, on ne pourra pas la financer. Par contre, si vous venez nous présenter un projet de mise en place de microcrédit, on ne viendra pas financer. Ainsi que tous les projets qui prennent en charge ce qu'on appelle les chantiers de jeunes, tout ce qui est projet de recherche, action. Donc, par exemple, votre objectif de projet, c'est d'avoir, de faire un recensement de l'utilisation du TIFA au Sénégal. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle d'aller financer ce type de projet, donc on ne viendra pas financer. Voilà. Parce que tout simplement, ça rentre dans la partie projet ponctuel, projet de recherche, qui du coup ne sont pas des projets de développement. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils ne sont pas finançables par nous qu'ils n'ont pas leur utilité. Est-ce que les micro-projets, je pose une question, ce sont les projets ponctuels ou est-ce que ça a une autre définition C'est quoi exactement ce que vous entendez par micro-projet? Justement, micro-projets, c'est pas des projets ponctuels, c'est des projets qui sont petits par leur taille, qui sont localisés dans une région, dans une commune, dans un village, qui ont comme enveloppe financière, on va dire, nous, la moyenne des projets qu'on vient financer, leur budget, c'est 40 000 euros. Le maximum, ça tourne souvent, 130, 150 000 euros. C'est souvent le maximum en termes de budget qu'on voit pour un micro-projet. Mais non, justement, ce n'est pas un projet ponctuel. C'est un projet où, si on vient le financer, et là, c'est la slide d'après, nous, on va essayer de savoir est-ce que le projet, il est pérenne dans le temps, il est viable dans le temps. Donc, ça veut dire, est-ce que, par exemple, moi, je viens financer un périmètre maraîcher, est-ce que dans 2 ou 3 ans, le projet, il est toujours là, voire même dans 5, voire même dans 10 ans? C'est ce que vous venez d'expliquer d'ailleurs. Donc, vous parliez en fait des micro-projets quand vous disiez bien sûr, oui. Il fallait démontrer qu'ils soient pérennes et qu'à la fin du projet, ils puissent en gros s'autofinancer en tous les cas. Ouais, c'est ce que vous venez de dire. D'accord. Exactement. Donc là, je vous rends, c'est la définition du micro-projet. Donc, c'est localisé dans un temps déterminé. Ça, c'est la définition classique d'un projet, avec un partenaire local qui soit dimensionné de manière raisonnable. Encore une fois, nous, on va pas venir financer des projets, par exemple, de grands barrages hydrauliques. On laisse ça à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Je ne sais pas s'ils le font bien, mais en tout cas, ils le font. Voilà. D'accord. Sur les critères, donc ça c'est des critères d'éligibilité. On en a d'autres, mais c'est les principaux. Sachez que on a plus ou moins de flexibilité sur certains critères. Ceux que vous avez là, on n'y touchera jamais. Il y a de toute façon une liste des critères d'éligibilité qui a sur notre site internet et que Chloé pourra vous transmettre à la fin de cette réunion, puisqu'en plus on est en train de les mettre à jour. Sachez qu'il y a critères d'éligibilité et en plus il y a la notion de dépenses éligibles
vous verrez qu'il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas éligibles chez nous et qui sont à distinguer des critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, c'est au niveau du projet. Les dépenses éligibles, c'est au niveau de votre budget. Vous pouvez tout à fait avoir un projet qui est éligible avec des dépenses inéligibles. Il faut juste qu'il y ait un volet quand même qui soit éligible chez nous. Mais même si c'est flou, c'est une petite introduction pour vous préparer à la suite. Au niveau des critères de sélection, alors chez nous, on va sélectionner des projets sur, on va dire, un ensemble de critères. Donc déjà, la pertinence de votre projet. Est-ce qu'il répond à une demande et à un besoin local? Il faut que ça soit une réponse adaptée. Typiquement, on ne répond pas à un besoin et à une demande issus de la même population, issus de deux villages qui sont à côté, de deux ethnies différentes, de deux pays différents. Voilà. Les besoins et la demande ne sont pas les mêmes. Et donc aussi comment il se place dans un objectif à long terme. Et donc là, on revient sur la notion d'objectif de développement durable. Est-ce que par exemple, certes, vous répondez à une demande locale, mais est-ce que votre projet il s'inscrit dans une dynamique à long terme? Typiquement, la population peut vous dire, mais moi j'ai besoin d'un tracteur. Oui, mais d'accord, mais le tracteur, il va servir à quoi? Il s'insère dans quoi? Et donc, du coup, il faut qu'on ait une vision long terme, ce qui implique un ancrage local très important. Et ce qui est, nous, fondamental, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire du développement comme on pouvait le faire dans les années 60, 70, voire même 80 à 90. C'est-à-dire qu'on se place dans une dynamique où on ne doit pas intervenir si on n'est pas en accord avec les politiques de l'État dans lequel on intervient. Je m'entends par là que tous les États aujourd'hui, pour la plupart, ont ce qu'on appelle des plans de développement, que ce soit sur l'eau, sur la santé, sur l'éducation. Vous avez des plans nationaux, vous avez des plans communaux, vous avez des plans de développement locaux. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ces plans. Alors, ils ne sont pas toujours faciles à trouver, ils ne sont pas toujours appliqués, je m'entends, et j'insiste là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas appliqués qu'on ne doit pas les respecter. Notamment, par exemple, au Burkina, pour prendre cet exemple-là, au Burkina, vous avez des normes qui standardisent les projets de construction d'écoles, qui viennent standardiser les projets de puits. Au Sénégal, vous avez la même chose. En Côte d'Ivoire, vous avez une agence, par exemple, qui s'appelle l'ANADER, qui encadre les projets agricoles. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que veulent mettre en place les agences ou les autorités locales. Et donc, si vous n'êtes pas en accord avec ces plans-là, on peut vous refuser le dossier parce que c'est une logique qui peut aller à l'encontre des États dans lesquels vous intervenez. Donc voilà, sachez qu'il faut faire attention à ça. Lorsque vous allez commencer à mettre en place un projet. Et donc, c'est ce qu'on va aussi regarder, c'est votre articulation et votre collaboration avec les autorités locales, avec les ONG locales qui interviennent déjà sur votre thématique. Alors, encore une fois, par exemple, si vous faites une école au Burkina qui ne peut pas accueillir 60 élèves par classe, on peut vous refuser le dossier parce que ça ne respecte pas la norme de l'État. Par contre, une fois que le projet il est en place, si l'école, elle accueille, si le directeur il décide d'accueillir 100 enfants dans la classe qui peut en accueillir que 60, là, c'est plus votre problème. C'est plus votre problème dans le sens où vous avez respecté la loi. Après, il y a une telle demande en éducation que l'école peut peut-être éventuellement accueillir plus d'enfants, mais au moins, vous avez initialement respecté la norme que l'école doit faire 10 mètres par 8 mètres pour pouvoir accueillir X dizaines d'enfants dans l'école. Pareil pour les puits, pareil pour les centres de santé. Vous avez aujourd'hui des cartes de santé, vous avez aujourd'hui des cartes scolaires, vous avez aussi souvent des cartes hydriques qui vous indiquent l'emplacement des puits, etc. Surtout quand vous êtes en milieu urbain. Donc voilà, essayez de trouver ces informations auprès des autorités quand vous vous déplacez sur le terrain. Sur la notion de pérennité, ça je l'ai déjà évoqué, on vient financer des projets qui sont pérennes dans le temps, donc qui doivent absolument se retrouver dans 5-10 ans sur le terrain. Je suis allé faire des évaluations, par exemple, de projets financés en 2008 au Bénin, ils sont toujours là. Et donc là, on est vraiment dans des projets qui se placent dans une notion de viabilité, de pérennité.
Et c'est pour ça qu'on travaille. Donc, typiquement, des projets qui ne sont pas pérennes ou qu'on n'envisage pas comme pérennes, on ne viendra pas les financer. Je reviens par exemple sur un périmètre maraîcher. Vous construisez un périmètre maraîcher et puis vous nous dites l'objectif c'est d'améliorer la production agricole, mais on ne sait pas ce que vous allez produire, on ne sait pas les quantités qui vont être produites, on ne sait pas le coût de revient je sais pas, du sorgho, du mil. Et ben, on n'ira pas financer le projet si on n'a pas, si on ne sait pas si le projet il va être viable économiquement, financièrement pour les populations. Et du coup, c'est cette autonomie à moyen terme qu'on recherche. Au niveau du budget, bien entendu, évitez quand vous êtes une association qui a, je sais pas, 20 000 € de budget annuel, qui a toujours présenté des petits projets, de présenter tout d'un coup un projet à 150 000 €, quelque chose que vous n'avez jamais géré, si vous expliquez pas pourquoi aujourd'hui vous portez un projet de cette envergure-là, et pourquoi vous passez de petits projets que vous aviez mis en place à des plus gros projets. Et puis au-delà de ça, le budget il doit être relativement proportionnel, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds, en règle générale, peuvent faire un calcul, je vous l'accorde, relativement simpliste, mais qui nous permet d'allouer des fonds quand même de manière relativement efficace. C'est que si vous nous présentez un projet de 50 000 € avec 5 bénéficiaires, nous, dans notre tête, en tant que bailleur, ça fait 10 000 € par bénéficiaire, ce qui fait beaucoup. Alors que du coup, si on a un projet en face et puis vous êtes en ballottage et on a un projet qui, au même tarif, est capable d'impacter 200 personnes, typiquement, on pourra aller davantage vers ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de proportionnalité entre les dépenses et les résultats attendus. C'est sûr que l'objectif quand même pour nous, c'est d'améliorer les conditions de vie, éventuellement d'accompagner les gens à sortir de la pauvreté ou d'une précarité ou d'améliorer leur situation. On va parfois allouer nos fonds en fonction de l'impact qu'on juge le plus optimal sur le terrain pour avoir entre guillemets un maximum de personnes qui soient impactées par l'initiative que vous portez. Bien entendu, nous, notre objectif, il ne faut pas l'oublier, en tant que bailleur de fonds, c'est aussi d'être en capacité de mesurer votre impact. Donc, si on voit que le projet, il est extrêmement flou, typiquement, là, on vient de clôturer une session, on avait un projet au Cameroun d'accompagnement d'enfants handicapés, sauf qu'on n'avait pas de protocole d'accompagnement autour du handicap, on n'avait pas de mesure d'impact, qu'est-ce qu'on recherche, en fait, en termes pour ces jeunes d'accompagnement au handicap. Donc, on n'était pas en mesure de savoir finalement à quel résultat voulait mener le projet. Dans ce cadre-là, on ne va pas financer si on ne sait pas où le projet va et quel est l'impact in fine pour les populations bénéficiaires. En ce qui concerne la participation, donc, on ne vous oblige pas à avoir un minimum, par exemple, d'implication en termes financiers des bénéficiaires. On ne vous dit pas, par exemple, les bénéficiaires doivent apporter au minimum 5% du budget. Il faut savoir que certaines collectivités territoriales peuvent vous demander ce minimum, voire même des conseils régionaux. Nous, il n'y a pas de minimum. Par contre, il est vrai qu'on regarde quand même l'implication des bénéficiaires, c'est-à-dire que les bénéficiaires peuvent très bien vous apporter une terre agricole, un terrain, de la main-d'œuvre gratuite, ils peuvent vous apporter du matériel, les jeunes peuvent vous aider à construire, etc. etc. C'est très important pour nous parce qu'on sait que quand les bénéficiaires sont impliqués, que ce soit sur le plan financier ou non financier, les projets ont tendance à être un peu plus pérennes dans le temps. Et enfin, une grande vague de thématiques, c'est ce qu'on appelle les thématiques transverses, qui sont les grandes thématiques qui sont au-delà des objectifs de développement durable. C'est l'intégration du genre, de la jeunesse et de l'environnement au sein de projets. La thématique du genre, c'est bien entendu l'implication des femmes dans les projets, et on entend par là, s'il vous plaît, de ne pas me mettre dans une demande de subvention. Les femmes vont chercher l'eau au puits, on construit un puits, donc ce projet est un projet genre. Non, typiquement, c'est pas ça.
C'est pas parce que le projet bénéficie aux femmes que c'est un projet qui va les inclure pour autant. Vous pouvez très bien faciliter la vie des femmes si c'est pour que, en fait, elles utilisent ce temps-là pour faire davantage le ménage à la maison. C'est pas ce qu'on appelle l'inclusion du genre. L'inclusion du genre, c'est comment on est en capacité de donner du pouvoir aux femmes de prendre des décisions au sein d'instances, par exemple de comités de gestion, d'associations de parents d'élèves, ce qui ne doit pas pour autant aller à l'encontre des cultures et des traditions des pays. Hein, bien entendu, les pays sont pas forcément au même niveau d'intégration des femmes dans leur tissu social, mais il faut vraiment voir cette notion de genre comme comment on peut donner, et si pour certains vous avez peut-être déjà entendu ce terme, d'empowerment ou d'autonomisation, ou de donner des capacités aux femmes de participer au processus de décision. À l'instar que, si vous voulez, on fait ce même travail en France où on dit, voilà, il faut qu'on ait un gouvernement qui soit à égalité homme-femme, parce que si vous ne donnez pas la parole aux femmes, si vous ne leur donnez pas des pouvoirs de décision, elles sont toujours marginalisées. Et en plus, si vous voulez, c'est pas tout de leur donner une place dans un comité de gestion, par exemple. Encore faut-il leur donner la parole au sein de comités de gestion, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Encore une fois, vous pouvez avoir des femmes au sein de comités de gestion, mais qui n'auront jamais la parole. Et donc, on n'est pas dans un processus d'intégration. Pour le volet jeunesse, attention, le volet jeunesse, alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de pays dans lesquels vous intervenez, la population est extrêmement jeune, hein, moins de 30 ans, hein, pour quasiment 70 à 75% de la population africaine à moins de 30 ans. Et donc, c'est comment on peut inclure cette jeunesse, la jeunesse étant entendue comme entre 15 et 30 ans dans beaucoup de pays, comment on peut inclure cette jeunesse qui est de plus en plus importante, comment on peut créer des opportunités pour cette jeunesse. Et enfin, le volet environnemental, vous l'imaginez bien, que c'est un volet aujourd'hui qui est fondamental avec la thématique du réchauffement climatique. Comment des projets peuvent s'adapter au dérèglement climatique, typiquement sur les projets agricoles, comment on peut mettre en place des projets qui permettent de lutter contre ou de s'adapter aux situations de dérèglement climatique. Parce que typiquement, vous allez avoir une raréfaction de la ressource en eau et on veut aussi éviter d'avoir un impact sur l'environnement. Donc, typiquement, par exemple, vous nous présenteriez un projet de coopérative agricole sur l'huile de palme et vous nous annoncez que vous avez besoin de déforester 2 hectares de forêt, on n'ira pas vous financer. Parce que l'objectif, c'est pas de faire ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces volets-là ? D'accord. Si personne n'a pris la parole, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, pour déposer un projet chez nous, l'entièreté de la demande de subvention, elle se fait en ligne. On ne reçoit pas de dossier papier, on n'a pas de... On va pas, si vous nous envoyez un mail et vous me dites, voilà, monsieur Leroy, ce projet-là, je vous le présente pour la session de septembre, je préfère vous dire que je ne vous lirai même pas. Parce que le problème, c'est que je reçois trop de projets comme ça. Et donc, tout le dépôt de dossier, il se fait en ligne sur le portail solidaire. Donc, ça s'appelle portailsolidaire.org. Vous allez là-dessus, vous allez avoir un descriptif en plus de notre dispositif de financement, des critères d'éligibilité, avec encore plus de détails que ce que je vous ai fait là tout de suite. Et pour ça, en fait, on va vous demander de vous créer un espace association et de pouvoir après, du coup, solliciter, nous déposer des projets et solliciter des bailleurs de fonds. Alors, pour ceux qui rechercheraient des cofinancements, l'avantage de notre plateforme, c'est que on a des bailleurs de fonds partenaires de l'Agence des microprojets, notamment la Fondation Agir sa vie. La Fondation Agir sa vie a ses propres critères et d'éligibilité et de sélection. Vous pouvez, quand vous déposez un projet à l'agence, solliciter en même temps la Fondation Agir sa vie. Là, je vous ai mis les 3 plus grands critères que l'association veut mettre que la Fondation veut mettre en avant. C'est qu'elle, par exemple, pour répondre à une question de la dame sur investissement, fonctionnement,
la fondation ne va financer que de l'investissement, pas de fonctionnement. Elle va, contrairement à nous, vous n'avez pas de minimum associatif, donc ça veut dire que par exemple votre association elle peut avoir 1 an, vous pouvez solliciter la fondation Agir sa vie sans solliciter l'agence des microprojets. Et enfin, elle va financer toutes les thématiques, sauf la santé et scolaire et la scolarisation. Tout ce qui est lié au collège, lycée, tout ça, elle ne va pas financer. Éducation primaire aussi. Par contre, tout ce qui peut être éventuellement jardin d'enfants, elle peut financer. Sachez que la fondation est très tournée vers l'entrepreneuriat, vers la possibilité de donner du travail aux gens, de donner du travail aux jeunes. Et donc, elle est très sensible au projet d'entrepreneuriat. Voilà, ça, c'est des petits conseils. Si vous la sollicitez, par exemple, sur les projets hauts, elle vient souvent moins mettre un ticket financier. Mais si vous avez des projets d'entrepreneuriat, d'artisanat, et notamment autour des femmes, la Fondation en est très sensible. Vous pouvez les solliciter jusqu'à 15 000 euros, entre 2 000 et 15 000 euros. Voilà. Elle n'a pas non plus une enveloppe extensible, hein, donc elle a beaucoup moins de financement que nous, hein, mais elle peut quand même distribuer jusqu'à 100 000 euros par session, hein, donc c'est loin d'être négligeable. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parfois à tenter sa chance aussi auprès d'eux, sachant que cette fondation-là vous fera passer, si vous êtes présélectionné, un oral, et donc il faut être aussi en capacité de présenter son projet à l'oral, soit en visio actuellement, ou soit en présentiel. Donc, pour solliciter les bailleurs de fonds, vous verrez sur notre plateforme, là, donc dans notre dépôt de projet, et puis on rentrera dans le dépôt de projet un petit peu après, vous avez un budget prévisionnel qu'il faut nous présenter. Et donc, pour solliciter un bailleur de fonds, bah, vous verrez qu'il y aura marqué agence des microprojets, il y aura marqué agir sa vie, et il faudra du coup mettre un montant. Alors là, les montants sont faux, hein, bien entendu, hein, puisque vous pouvez nous solliciter qu'entre 2 000 et 10 000 euros. Mais voilà, là, c'est une présentation d'un début de budget où il faudrait nous solliciter. Bien entendu, ne prenez pas exemple sur le budget que vous avez sous les yeux, hein, parce qu'il manquerait beaucoup de choses. Mais voilà, en face d'agence des microprojets, vous allez mettre un montant, en face d'Agir sa vie, vous allez mettre un montant, en face du conseil régional, là, à Beni, Tiaosso, ça doit être soit Côte d'Ivoire, soit Bénin, de mémoire. Mais voilà, typiquement, vous devez nous solliciter comme ça. Si vous ne mettez pas de montant en face de l'agence des microprojets, on ne sera pas sollicité, on ne vous lira pas. Ce qui serait quand même un petit peu dommage. Donc, les étapes d'une demande de subvention chez nous, il y en a plusieurs, il y en a plein même. Donc, du coup, on va les voir pas à pas. Donc, d'abord, vous devez vous créer un espace association. Voilà. Donc, on va vous demander un email, on va vous demander un mot de passe. S'il vous plaît, mettez un email générique. Évitez les emails personnels, parce que déjà, vous pouvez quitter votre association. Vous pouvez tomber malade, et moi, si je vous sollicite pour vous me déposer un projet au 14 septembre, vous tombez malade, et puis je vous envoie un email, et puis vous ne me répondez pas parce que vous êtes à l'hôpital, l'association, elle ne pourra jamais me répondre, et moi, je vais refuser le dossier. Donc, mettez un email d'identification qui concerne un email associatif, ou au moins accessible par plusieurs personnes. Ça, je vous le dis parce que typiquement, c'est des projets s'ils avaient répondu à nos questions, on aurait peut-être pu les financer, sauf qu'on n'a jamais eu de réponse. Ils nous ont répondu 2 mois plus tard. Bah, mais 2 mois plus tard, c'est fini. La réponse, elle peut pas attendre. On ne peut pas attendre une réponse pendant 3 mois. Donc, voilà, faites attention à ça. On va vous demander votre document de publication au journal officiel ou le document afférent ou l'équivalent en Moselle et en Lorraine. Ça doit être, je ne me suis pas trompé. Le compte. Hein? C'est Alsace. Ah, j'étais pas là. Alsace-Moselle. Oh, purée, mince. Alsace. Voilà, bon, bref. Chloé, je ne vais pas y arriver, je crois, aujourd'hui. Et le compte de résultat de l'année N-1 pour la session de printemps qui se clôture fin mars et pour l'année N pour la session de septembre. Et bien entendu, une petite présentation de votre association parce qu'on aime quand même savoir ce que vous faites. Après,
vous allez choisir votre appel à projet, le projet sport, l'appel à projet sport, l'appel à projet de l'agence des micro-projets. Voilà, vous verrez, il y a une liste d'appels à projets. Hein, vous sélectionnerez celui qui vous intéressera. Et puis après, on va vous demander à quoi correspond votre projet. Donc, un titre, un résumé. On va vous demander de définir des objectifs. Ces objectifs-là, ils sont forcément en lien avec ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sachez que déjà, il est important que vous les connaissiez. Donc, vous tapez objectifs de développement durable sur Internet, sur n'importe quel bon navigateur, et vous allez tomber sur le site des Nations Unies, voire même, je vous invite à éventuellement aller voir les sites des réseaux qui peuvent souvent, donc notamment JustCode, qui peuvent notamment vous décrire ce que sont les ODD, à quoi ils servent et pourquoi vous devez vous raccrocher à ces objectifs. Sachez que vous en avez 17, je peux vous en donner quelques-uns. Vous avez eau et assainissement, vous avez éducation de qualité, vous avez faim zéro, vous avez emploi décent. Voilà, vous en avez plein. Il faut rattacher votre projet à un des objectifs de développement durable. C'est pas pour vous embêter qu'on vous dit ça. C'est parce que nous, ce qu'il faut savoir, que ce soit GESCODE, ou que ce soit normalement une collectivité territoriale, ou que ce soit nous, l'agence des micro-projets, ou sport et développement, on rend des comptes. Et rendre des comptes, c'est du coup se mettre dans un cadre international. Et ce cadre international, aujourd'hui, c'est les objectifs de développement durable. Après, on va vous demander le contexte local dans lequel vous vous placez. Alors, le contexte local, j'ai tendance à dire, faites une bonne vieille technique que vous avez éventuellement appris au lycée ou au collège. C'est cette technique de l'entonnoir. Vous présentez un petit peu rapidement le contexte du pays dans lequel vous êtes. En quelques lignes, voilà, on est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des problématiques politiques si on remonte aux années 2010. Il va y avoir une nouvelle élection très bientôt. Et puis après, vous allez à un niveau plus bas, le niveau régional qui vous intéresse. Et puis après, vous allez à un niveau très local, votre localité à vous. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans votre environnement dans lequel vous intervenez. Or, vous faites un projet micro, et donc on a besoin d'avoir des informations micro. Ne passez pas des heures à nous représenter l'histoire d'un pays, ou, s'il vous plaît, ne me faites pas un copier-coller de Wikipédia. Parce que déjà, c'est désagréable à lire, et que souvent, en fait, les personnes qui vont vous lire, elles connaissent quand même l'historique du pays. Mais c'est pas inutile de présenter quand même un petit peu. Par exemple, vous êtes sur un projet d'éducation, vous pouvez très bien mettre le taux d'alphabétisation des femmes dans le pays dans lequel j'interviens est de X%. Dans ma localité, ce taux d'alphabétisation est très faible selon le dernier rapport produit par la direction ou le ministère, par exemple, de l'éducation primaire et de l'alphabétisation du Burkina, etc., etc. Puis vous descendez à un niveau beaucoup plus local. Voilà. C'est un peu ça qu'on vous demande dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement dans lequel vous intervenez? Et puis l'historique du projet, c'est d'où vient votre projet? Il sort d'où? Il n'est pas arrivé de nulle part, il est souvent issu d'un diagnostic, d'une rencontre. Vous avez pu faire des choses dans le passé, et donc c'est là où vous nous présentez ce qu'il y a eu avant le projet pour en arriver à ce que vous nous présentez aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Sinon, moi, vous savez, je suis bavard, donc j'ai pas de problème à ce que vous m'interrompiez. Au niveau du partenaire local, donc, comme je vous ai dit, une personnalité morale, une association, une mairie, une coopérative, une école, voilà, tout sauf une personne privée, une entreprise privée. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est, voilà, on n'est pas le secteur de l'entreprise, on est le secteur associatif. Bien entendu, on a besoin de savoir un petit peu les compétences et de l'expérience de votre partenaire local, ainsi que son implication.
Tout simplement, pourquoi on veut qu'ils soient impliqués? Parce qu'on ne veut pas que ce soit un développement interventionniste ou qui soit, excusez-moi du terme, mais pensé par des Blancs pour des personnes du Sud. Donc typiquement, bah, ça, dès qu'on voit des projets comme ça, le projet il a beau être bon ou pas, hein, le projet il est refusé automatiquement si on a l'impression d'avoir ce sentiment, parce que ça va à l'encontre de notre façon de faire et de penser le développement, et donc il doit y avoir une implication du partenaire dans le projet, dans sa conception, dans son rôle, dans son suivi, etc. Donc par exemple, qui va être le maître d'œuvre, qui va être la personne en maîtrise d'ouvrage, qui va faire des reporting, qui fait le suivi, qui recherche des fonds, qui apporte quoi à l'autre. Encore une fois, on parle de développement, de plus en plus on parle en fait de co-développement, hein, c'est-à-dire de développement partagé. Par exemple, n'oublions pas, et c'est aussi pour ça qu'on fait du développement, par exemple sur les projets agricoles, notre climat, nous en France, va considérablement se réchauffer. Les populations dans lesquelles on peut intervenir, enfin dans les pays dans lesquels on peut intervenir, par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou des pays très chauds, bah, ils ont déjà une agriculture, ils arrivent déjà à produire des denrées agricoles sous des climats beaucoup plus chauds. Comment on peut apprendre aussi de leurs pratiques culturelles pour nous aussi adapter notre agriculture. C'est pour ça qu'on parle de co-développement, hein, on peut aussi apprendre des autres. Et donc, il est important de voir cette notion de co-développement et plus simplement de développement aussi, comme il a pu être pensé depuis quelques années. Donc, comment aussi vous pouvez apprendre de votre partenaire. Il y a forcément une convention de partenariat, et j'insiste là-dessus. La convention de partenariat, elle est fondamentale, elle cadre votre relation avec votre partenaire, elle dit qui fait quoi. Et enfin, attention, vous avez un partenaire principal, mais vous pouvez avoir plusieurs partenaires locaux. Donc, par exemple, vous êtes en partenariat principal avec une coopérative, mais vous pouvez très bien avoir après un partenaire qui peut être en Côte d'Ivoire, l'ANADER, qui peut être, je sais pas, les services de développement rural en RCA, par exemple, République centrafricaine. Donc voilà, vous pouvez avoir plusieurs partenaires locaux, mais vous avez toujours un partenaire local principal. Nous, on ne va pas discuter avec votre partenaire local. Nous, on discute avec vous, mais votre partenaire local, il est présent simplement parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, la devise d'une ONG, c'est travailler à se rendre inutile. Vous devez normalement, les ONG ne devraient pas exister. Elles existent parce qu'il y a sûrement un besoin, une demande. Mais du coup, le jour où vous partez, qui va continuer à mettre en œuvre le projet? Qui va gérer le projet? Eh ben, c'est votre partenaire local. Donc c'est pour ça qu'on vous demande un partenaire. Alors, au niveau des bénéficiaires, donc vous avez différentes typologies de bénéficiaires, directs, indirects. Avec les bénéficiaires directs, c'est ceux qui sont directement impactés par l'action et par les activités que vous mettez en place. Les bénéficiaires indirects, par exemple, pour vous donner, pour donner un exemple concret, on pourrait très bien avoir un projet d'alphabétisation des jeunes filles qui aurait été déscolarisé ou non scolarisé, mais qui aurait par exemple aux alentours de 15 ans. Vous faites un projet d'alphabétisation. Typiquement, les mères plus âgées, ça peut être des bénéficiaires indirects, puisqu'on peut très bien impacter les mères via les jeunes filles, via un travail d'alphabétisation. Et donc voilà, ça peut faire partie des bénéficiaires indirects. Vous développez des activités génératrices de revenus pour des femmes. Les femmes sont les bénéficiaires des formations, sont les bénéficiaires des activités que vous mettez en place, mais elles génèrent des revenus. Elles génèrent des revenus souvent pas pour elles-mêmes, mais pour la famille. Et du coup, les bénéficiaires indirects, c'est aussi la famille, c'est aussi la famille au sens très large. Hein. Donc du coup, voilà, les bénéficiaires indirects, c'est ceux qui sont un petit peu en second temps. Les bénéficiaires directs, c'est ceux qui sont vraiment les bénéficiaires de vos formations, les bénéficiaires des soins de santé, les bénéficiaires des activités que vous mettez en place. On va vous poser des questions justement sur l'égalité femmes-hommes dans le projet. Je reviens sur cette notion de genre. Hein.
Souvent, on a du coup tendance parfois à caricaturer pour faire plaisir aux bailleurs de fonds. Alors, on va inclure les femmes pour inclure les femmes, et parfois, du coup, on va aller dans un extrême, c'est qu'on va presque parfois en oublier les hommes. Et du coup, on va créer des tensions entre hommes et femmes, et les hommes peuvent du coup être parfois, ils veulent parfois que du coup que le projet ne se mette pas en place. Hein. C'est un projet que j'ai évalué comme ça en Côte d'Ivoire, où c'était un projet d'alphabétisation 100% destiné aux femmes. Et puis les hommes, ils ont dit non, non, mais attendez, nous aussi on est analphabètes, nous aussi on veut avoir un cours d'alphabétisation, et on n'est pas d'accord que nos femmes elles y aillent si nous on ne peut pas avoir accès au cours. Et voilà, typiquement, ce projet oubliait le volet homme et du coup a failli ne pas réussir. Donc l'association a dû mettre en place aussi un cours d'alphabétisation pour les hommes. La jeunesse et les personnes exclues du projet, on insiste jamais assez là-dessus, mais attention, hein, tout projet implique des exclus. Vous n'allez jamais satisfaire tout le monde, sauf que les personnes qui sont pas satisfaites ou les personnes qui sont pas partie prenante dans un projet, elles peuvent être aussi des barrières. Et ces barrières, elles peuvent parfois vous empêcher de mettre en place un projet. Donc il est important, par exemple, vous mettez en place un puits dans une localité, ce puits, il ne va pas bénéficier à la localité d'à côté, ou alors il va pouvoir créer aussi des tensions communautaires. Si vous n'avez pas identifié que ce puits il était par exemple en territoire sur le territoire davantage chrétien, et donc par exemple que les chrétiens n'acceptent pas que les musulmans de l'autre partie du village viennent puiser dans ce puits, ou inversement. Ça peut créer des tensions communautaires, et donc il faut faire attention à ça. Donc les personnes exclues des projets, il faut y faire attention parce qu'elles peuvent être des barrières. Après, on va vous demander toute une liste d'activités. Les activités d'un projet, elles sont vraiment diverses. Ça peut être des activités de formation, des activités de sensibilisation, des activités d'investissement, de construction, de réhabilitation, d'achat d'équipements, de matériel. Vraiment, vos activités, c'est les grandes rubriques que vous allez avoir dans votre projet. Et dans ces activités, vous avez besoin de plein de choses. Vous avez besoin de moyens humains, de moyens techniques, de moyens financiers. Typiquement, par exemple, je sais pas, on fait l'objectif, c'est de construire un centre de santé. L'une des activités que vous pouvez avoir, c'est activité construction du centre de santé. Et pour ça, vous allez avoir des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques nécessaires à mobiliser. Vous allez faire des activités de sensibilisation, vous allez faire des activités de formation, etc. Et donc, il faut relativement aller dans le détail de ces activités pour qu'on comprenne ce que vous allez faire. Et là, typiquement, si vous voulez, pour revenir sur un point précédent, c'est que c'est dans cette rubrique activité que si moi, par exemple, je vois une activité numéro 1, construction du centre de santé, avec le résultat, le calendrier, tout il faut bien, et s'il n'y a que cette activité, je vais refuser le projet. Parce que où est l'activité de sensibilisation, où est l'activité de formation, où est l'activité d'équipement, etc., etc. Donc, typiquement, je vois très rapidement un projet de construction simple. C'est parce que du coup, je vais avoir que de la construction, je vais avoir que de l'équipement. Mais oui, mais un projet de développement, ça va bien au-delà. Vous ne construisez pas simplement un centre de santé. Vous construisez toute une organisation derrière. Et là, vous le voyez dans la colonne de gauche, vous revoyez les étapes intermédiaires que je vous ai mentionnées, hein, objectifs, pertinence, partenaires locaux, bénéficiaires, activités. Puis vous avez cette grande rubrique là qui s'appelle viabilité, juste en dessous de la partie activité. Alors là, il faut s'accrocher parce que c'est la partie la plus costaud. C'est que votre projet, comme je vous ai dit, on attend qu'il soit viable. Et donc, pour répondre à la question de la dame, c'est comment seront pris en charge les frais de maintenance, les frais de fonctionnement à long terme. Est-ce que vous allez mettre en place des activités génératrices de revenus, un financement de base communautaire avec des cotisations, des adhésions, un paiement du service de l'eau? Est-ce qu'il y a un partenariat avec une entreprise? Par exemple, il peut y avoir de la maintenance des équipements photovoltaïques sur un projet d'électrification, et donc normalement c'est pris en charge par l'entreprise. Quelle est l'implication financière de l'État, qui soit en termes d'attribution de personnel ou même simplement financier? Donc voilà, c'est comment vous allez prendre en charge le fonctionnement de votre projet. Et en fait, c'est ce qu'on attend dans cette partie viabilité financière et économique. Comment le projet
sur le plan économique, vous allez gérer ces frais de maintenance et ces frais de fonctionnement à long terme. À court terme, vous pouvez les faire reposer sur le bailleur de fonds, si et seulement si vous êtes en capacité de montrer que votre projet il est en capacité de les couvrir, parce que sinon, on n'ira pas le financer. Voilà. Donc la viabilité financière, je ne vous cache pas que c'est souvent la plus dure à trouver sur beaucoup de projets, mais elle est indispensable parce que ça implique du coup des projets qui soient pérennes. Donc ça revient sur le critère de sélection que je vous ai mentionné au début de la présentation. Après, vous avez tous ces types de viabilité, donc la viabilité sociale et culturelle, la viabilité politique et réglementaire, la viabilité environnementale, technique, organisationnelle. Ça, c'est les 5 autres viabilités. Alors, je ne les ai pas forcément beaucoup détaillées, mais si vous voulez, typiquement, la viabilité organisationnelle, c'est celle aussi qui fait beaucoup défaut. C'est pas tout de mettre en place, je reviens sur mon exemple de centre de santé ou d'école, vous mettez en place une école, vous mettez en place un puits, vous mettez en place un centre de santé, vous mettez en place une coopérative agricole, d'accord, mais comment elle va être gérée sur le plan organisationnel? Est-ce qu'il va y avoir un président, une présidente, un secrétaire, une secrétaire, un comptable, une comptable? Comment les gens vont s'organiser pour que le projet il fonctionne? Et ça, souvent, ça implique de faire de la formation, de faire de la sensibilisation, de faire ce qu'on appelle le renforcement de capacité de son partenaire. Et donc, il est indispensable d'avoir une viabilité organisationnelle. La viabilité technique, c'est la pérennité que vous allez avoir sur le plan du matériel utilisé ou des matériaux utilisés. C'est pas tout de mettre des panneaux solaires, hein. C'est très bien les panneaux solaires, hein. Pour ceux qui sont allés en Afrique ou pour ceux qui ont vécu en Afrique ou même en Asie ou en Amérique du Sud, vous voyez des panneaux solaires partout, des lampadaires solaires partout. Parfois il y en a la moitié qui fonctionnent, voire plus du tout, parce qu'on a posé des panneaux et puis personne n'était là pour les entretenir, personne n'était là pour faire la maintenance. La viabilité politique et réglementaire, c'est ce que je vous ai dit. C'est est-ce que vous êtes en cohérence avec les politiques locales? Est-ce que vous êtes en accord avec les politiques locales, avec les politiques de l'État? La viabilité environnementale, c'est forcément est-ce que votre projet il est viable, hein, il ne détruit pas l'environnement, est-ce qu'il participe à la lutte contre le changement climatique? Et la viabilité sociale et culturelle, c'est la partie, j'allais dire, acceptabilité. On ne met pas en place des projets qui vont à l'encontre des cultures, à l'encontre des systèmes sociaux, à l'encontre des hiérarchies qui peuvent être en place. Typiquement, vous êtes dans un système où vous pouvez avoir une hiérarchie parfois de société très patriarcale ou de société avec des chefs de village, avec des codes, et donc vous ne pouvez pas non plus aller à l'encontre de ces codes-là, à l'instar qu'on n'accepterait pas qu'un projet qui se mette en place en France aille à l'encontre de la réglementation, aille à l'encontre de codes sociaux ou de codes culturels. Donc voilà, on travaille avec les communautés, on travaille avec les codes dans les pays dans lesquels on intervient, qu'ils soient informels ou formels, il faut y faire attention. Après, on va évoquer cette partie action de sensibilisation en France, qui est une sensibilité qu'on acquiert nous au fur et à mesure. Mais ces actions de sensibilisation en France, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, que vous avez évoqué, Chloé, en début de rencontre. C'est toutes vos actions que vous pouvez mettre en place sur des marchés, sur le Festival des Solidarités, dans les écoles. Comment vous allez sensibiliser les gens à la situation ou à votre projet dans le pays. Par exemple, vous allez peut-être diffuser des vidéos, vous allez peut-être faire des partenariats, je ne sais pas, de lettres ou d'échanges d'emails entre enfants d'ici et de là-bas, etc., etc. Et enfin, la partie prolongement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après votre projet. C'est pas tout de mettre en place un projet, qu'est-ce que vous allez faire après autour de ce projet? Est-ce que vous allez l'arrêter? Est-ce que l'objectif c'est de mettre en place ça et puis de continuer dans la foulée pour, par exemple, on a construit l'école, on va construire la bibliothèque, puis la cantine scolaire, puis etc., etc. Donc ça, c'est au niveau des prolongements. Voilà. Au niveau du budget, je reviens sur ce point-là parce que je l'ai abordé rapidement. Il va y avoir pas mal de distinguos, donc vous avez toujours une partie dépenses et une partie ressources.
La partie ressources, c'est les fonds que vous allez acquérir, c'est les fonds que vous avez sollicités. Vous allez solliciter des fondations, vous allez solliciter des organismes publics, vous allez solliciter vos fonds propres, et vous allez tenter de collecter de l'argent pour couvrir vos dépenses. S'il vous plaît, vérifiez que vos dépenses elles sont équilibrées. Je reçois encore des budgets où dépenses et ressources, j'ai plus de dépenses que de bailleurs de fonds sollicités. Si vous voulez, à partir du moment où j'ai plus de dépenses que de ressources, je ne peux pas venir financer. C'est comme si vous arriviez à la caisse de votre supermarché, vous avez passé tous les aliments, mais vous en avez pour 100 euros, mais vous n'avez que 50 euros à proposer à la caissière. Elle se retrouve bloquée. C'est la même chose pour le bailleur de fonds. Et vous allez me dire, oui, enfin, monsieur Leroy, vous êtes gentil, je sais quand même équilibrer un budget. Oui, non, mais le problème, c'est que je rencontre encore des associations qui me présentent des budgets non équilibrés. Alors, parfois, on est gentil, on rappelle les associations et puis on leur dit, bon, écoutez, votre budget, il est déséquilibré, là, il faudrait peut-être nous faire des corrections. Mais quand on est fatigué, qu'on a lu beaucoup de projets et qu'on commence à en avoir un peu marre de lire des choses qui sont déséquilibrées, on commence à se dire, les projets, on les sauve plus, et puis ils reviendront à une autre session et ils perdent 6 mois, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, vous avez ce qu'on appelle cette partie hors valorisation, et vous avez cette partie valorisation. Alors, la partie valorisation, je précise, c'est quelque chose qui n'est pas compris par les associations, et c'est tout à fait normal, parce que tout le monde n'arrive pas forcément à comprendre. La partie valorisation, c'est la partie où, en fait, on va vous donner un terrain à titre gratuit. Vous avez passé du temps en tant que bénévole sur votre projet, que ce soit en France ou localement. Votre partenaire local, il a passé du temps sur votre projet. Les jeunes, ils sont impliqués dans la construction et ils ne sont pas payés pour ça. Tout ce temps-là, où en fait, dans le secteur privé, vous auriez payé pour ça, et là, vous n'avez pas payé, et vous pouvez le valoriser. Par exemple, si vous avez passé 100 heures à travailler sur votre dossier de demande de subvention, vous pouvez valoriser ce temps de travail. Par exemple, au SMIC horaire pour la France. On vous donne un terrain, la commune de Bobo, elle vous donne un terrain. Ce terrain-là, il vaut peut-être X millions de francs CFA. Et donc, vous devez le valoriser. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire du plaidoyer. Ça permet à GESCOD de dire, vous voyez, vous participez en finançant cette association, vous participez au dynamisme associatif de la région, vous participez au dynamisme des associations de solidarité internationale, et donc du coup, vous participez à énormément de choses, parce que le tissu associatif, il permet de mobiliser des gens autour de thématiques importantes, autour du vivre ensemble, autour de citoyens du monde, comme on aime à dire. Et donc, il est important de financer le tissu associatif. Alors, pour vous, ça a peut-être l'air anodin, mais pour nous, bailleurs de fonds, et pour les réseaux régionaux, et pour ceux qui vont faire du plaidoyer pour que vous ayez des financements disponibles, si vous ne valorisez pas, on ne peut pas faire de plaidoyer. Si on ne peut pas faire de plaidoyer, on ne peut pas avoir des enveloppes financières qui sont dégagées pour les associations de solidarité internationale, et donc, on n'arrive pas à avoir de financement pour vous. Donc c'est pour ça, valorisez votre temps, valorisez ce qu'on vous donne, valorisez ce que vous faites en tant qu'association. Je sais qu'il y a des ONG qui ne veulent pas valoriser. Essayez de le faire. Voilà. Donc, au niveau du budget, il y a une phrase barbare que je vais vous montrer. Donc, dépenses égale ressources, on est d'accord. À l'AMP, donc à l'Agence des microprojets, vous pouvez solliciter entre 2 000 à 10 000 euros. 10 000 euros, c'est le montant maximum. De toute façon, nous, on ne peut pas vous financer plus de 50% de votre budget. D'accord? Donc, si votre projet il fait 20 000 euros, on ne pourra pas vous donner plus de 10 000 euros. Mais attendez, c'est ce que je vous évoquais, c'est la phrase qui vient juste après. Les 50% sont calculés, retranchés des dépenses inéligibles. Donc, on a un volet de dépenses qui ne sont pas éligibles à l'Agence des microprojets. De manière globale, toute dépense de votre association française, donc vos billets d'avion, vos per diem sur place, vos frais de vie, votre imprimante en France, votre loyer en France, que sais-je, tout ce qui concerne votre association ou vos bénévoles, on ne peut pas le financer. Donc du coup, pour calculer ce ratio des 50%, on va prendre le montant global de votre projet.
On va retirer les dépenses qui ne sont pas éligibles et à partir de là, on calcule le ratio des 50%. Alors, je vous donne un exemple, et je crois qu'il y a un exemple de toute façon après dans le slide. Sur mon exemple de projet à 20 000 €, vous faites un projet d'adduction d'eau, de raccordement, etc., avec un forage, tout va bien. Vous faites ça pour 20 000 €, c'est très bien. Si on prend le début de la phrase, techniquement, un projet de 20 000 €, vous pouvez nous solliciter 10 000. Sauf que dans votre projet, vous, en tant qu'association française, vous allez vous déplacer au Sénégal, par exemple, vous allez prendre un billet d'avion, vous allez aller à Dakar, vous allez louer une voiture, vous allez prendre un hôtel éventuellement pour vous loger, et tout ça, ça va représenter 2 000 €. Et bien en fait, du coup, vous ne pouvez pas nous solliciter 10 000, parce que le ratio des 50%, il va se calculer, on va faire 20 000, moins le coût des dépenses inéligibles, vos billets d'avion, etc., pour 2 000 €, par exemple. Donc, les dépenses éligibles chez nous, c'est 18 000 €, et à partir de là, on calcule le ratio des 50%. Donc, vous ne pouvez pas nous solliciter 10 000 €, mais 50% de 18 000, c'est-à-dire 9 000. Est-ce que j'ai été clair sur ce point-là? N'hésitez pas à me dire, hein, c'est le moment. Oui, est-ce qu'on retrouve la liste des dépenses non éligibles sur le site? Oui, absolument. Alors, je vous ai envoyé juste là le lien que vous avez, le dernier dans la conversation. C'est le règlement justement qui reprend les dépenses éligibles ou non. Voilà. Donc, de toute façon, globalement, hein, prenez en compte que toutes les dépenses qui correspondraient à des dépenses de l'association française, c'est pas éligible, y compris des frais de volontaires. Ça, c'est la plus grande partie des dépenses inéligibles. Il y en a d'autres, hein, mais c'est quand même la majeure partie. Et aussi, par exemple, des dépenses qui seraient liées à des frais de fonctionnement où vous ne nous aurez pas démontré que c'est pérenne dans le temps. Par exemple, on a refusé une association pour ça. Elle nous a présenté un projet où il y avait 5 000 € de dépenses liées à l'achat de nourriture pour permettre aux personnes formées de suivre les formations. C'est des dépenses très ponctuelles. 5 000 €, c'est énorme pour nous. On a considéré qu'on ne pouvait pas financer toute cette ligne, enfin, on a considéré qu'on ne pouvait financer qu'une partie de cette ligne parce que c'est une dépense ponctuelle. Sinon, toutes les associations nous présenteraient ce qu'on appelle les frais de bouche des populations locales. Or, notre fonds n'a pas vocation à financer la nourriture pour les personnes locales. On peut comprendre qu'il y ait des dépenses, mais on ne peut pas tout financer, parce que si vous voulez, sinon, à un moment donné, toutes les associations viendraient nous déposer des projets pour financer la nourriture du midi et du soir pour des personnes formées. Donc il faut faut être raisonnable, si vous voulez, dans ce type de dépenses. Vous êtes sur des fonds publics, on rend des comptes, à l'instar qu'on demande à nos ministres et aux personnes qui sont élues, nos maires, de rendre des comptes sur les fonds publics qu'ils utilisent. Il serait difficile de présenter au public le fait que des fonds français viennent financer le sorgho, le mil, le riz pour des personnes formées à hauteur de 10 000 € par projet. Ça serait pas possible. Donc voilà. Si vous voulez, il y a parfois des formes de flexibilité dans ce qu'on appelle dépenses éligibles et inéligibles. Voilà, il faut être relativement raisonnable quand même. Pensez un petit peu que si jamais on vous présentait un projet à vous, en tant qu'individu, est-ce que vous viendriez avec des fonds publics financer 10 000 € de nourriture pour des personnes formées? Voilà. C'est relativement flou, je vous l'accorde, mais c'est parce qu'on ne peut pas non plus trancher, on ne peut pas non plus interdire aux gens de nous présenter des dépenses comme ça parce que c'est indispensable, les gens doivent bien se nourrir, mais il ne faut pas que ça représente la majorité du projet. Et donc, il y a plein de dépenses comme ça qui sont inéligibles ou qui sont partiellement éligibles à partir du moment où on trouve quand même qu'elles sont raisonnables. Donc voilà, Chloé vous a envoyé une liste. Cette liste, elle est mise à jour quand même régulièrement. Vous avez un article qui présente l'appel à projet de l'automne 2020, qui présente les dépenses éligibles de manière quand même relativement complète. Donc voilà, il faut s'y référer parce que c'est important.
Vous voyez que dans la phrase solliciter l'agence des microprojets à hauteur de. Enfin, somme sollicitée à l'agence des microprojets inférieure ou égale à 50% du budget prévisionnel, avec 25% de valorisation des activités. C'est pour ça qu'en fait, on vous oblige à valoriser. Alors, 25%, c'est un maximum. Hein, donc, par exemple, sur un projet de 20 000 euros, vous pouvez valoriser au maximum 5 000 euros dans le projet. Donc en fait, il y a 15 000 euros de dépenses effectives et puis il y a 25%, donc c'est-à-dire 5 000 euros de valorisation. Mais c'est un maximum. Vous pouvez très bien valoriser que 2 000 euros, vous pouvez très bien valoriser que 1 000 euros. C'est un montant maximum. Et par contre, le 25% restant, ou le 35% restant, ou le 50% restant, bah là, il faut que vous trouviez des fonds propres, il faut que vous trouviez des fondations, des collectivités territoriales, des collectivités locales, des conseils régionaux, des fondations internationales, etc., etc. Ça va? C'est bon? C'est une partie un petit peu compliquée, hein, donc. Il faut s'accrocher, mais c'est bon. Voilà. Hein, ce ratio de 50%, il est un peu particulier, mais voilà, sachez que vous êtes concerné par les problématiques des dépenses éligibles ou inéligibles pour les petits projets. Souvent, quand on a des projets à 70 000 euros, on arrive à trouver des dépenses éligibles. Hein, mais voilà, faites attention quand vous commencez à être sur des projets à 10 000, 20 000, 30 000 euros. Pas compliqué. Hein. Vous appelez le bailleur de fonds. En l'occurrence, vous nous appelez nous, vous appelez Resacop, et vous leur dites, bon ben voilà, mon projet il fait 20 000 euros, je voudrais quand même qu'on vérifie ensemble que je peux bien vous solliciter à hauteur de 8 000 ou à hauteur de 10 000. Est-ce qu'on peut faire cette vérification ensemble? Et nous, on va la faire avec vous. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas de recevoir des projets où les dépenses elles sont inéligibles. Hein. Enfin, moi, je vous avoue que ça me facilite ma vie parce que j'instruis le projet en 2 minutes, hein, du coup, parce que je vois le montant et puis bah, du coup, les dépenses elles sont pas éligibles, donc je ne vais pas financer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des bons projets. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vérifie ensemble le montant que vous pouvez solliciter. Bon, bien entendu, il faut avoir un budget déjà présent. Oui. Je ne sais pas qui essaye de. Non. Non, c'est bon? D'accord. Ok. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde parce que comment je vois pas du tout qui est connecté à l'écran et que je vois que mon écran à moi, j'espère que je vous endors pas. Quelque chose d'important, quand vous déclarez des financements, s'il vous plaît, mettez les justificatifs. Vous mettez, je ne sais pas, le département d'Alsace, d'Aki, bah, mettez-nous le justificatif. La ville de Colmar ou la ville de Strasbourg ou que sais-je, mettez un justificatif à partir du moment où vous avez acquis des fonds. Voilà. Donc là, je vous le remets un petit peu, je vous remets un exemple. Donc, ne sont pas éligibles les dépenses en France ou en Europe. On ne peut pas financer les dépenses de diagnostic. Donc, si vous faites un diagnostic du terrain, c'est très bien, mais nous, on ne peut pas vous le financer. Sachez-le. Tout ce qui est frais liés aux Français, donc ça, je vous l'ai dit, avion, visa, per diem, vaccin, hébergement, les salaires de Français ou d'Européens, en France ou sur place. Donc là, je vous redonne un exemple. Projet à 10 000 euros, sollicite l'agence des micro-projets à 5 000, c'est-à-dire les 50%, sauf qu'il y a 1 000 euros de frais d'avion de volontaires français qui sont inéligibles. Donc, il y a 9 000 euros de frais éligibles. Et donc, l'association ne peut nous solliciter qu'à hauteur de 4 500 euros. Voilà. Un autre exemple qui fait que voilà, faites attention à ce ratio de 50%. Sont éligibles. Alors, les salaires des formateurs locaux, les achats au sein du pays, petit ou gros matériel, les frais de construction, les salaires locaux à court terme. Et à court terme, c'est la notion de prise en charge des frais de fonctionnement qu'il faut nous démontrer, les frais de communication, de publicité, l'indemnisation ou les défraiements d'opérateurs d'appui qui viendraient vous appuyer sur le terrain ou qui pourraient même vous appuyer en France. Et c'est marqué, voilà, les frais de fonctionnement sont éligibles, mais il faut être en capacité de nous démontrer qu'ils seront couverts in fine. Les dépenses éligibles, après, il y en a plein. Là, je vous en ai mis certaines, mais encore une fois, hein, tout ce qui est achat d'équipement, tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est, je sais pas, clôture de terrain, etc. Hein. Les dépenses éligibles, elles sont très larges. Là, je vous en ai mis, hein, mais prenez mon discours depuis le début de cette présentation, hein, je vous en ai cité beaucoup.
Enfin, on va vous demander des annexes. Et j'insiste là-dessus, les annexes ne remplacent pas votre dépôt de projet. On est parfois conciliant sur le fait que vous faites beaucoup de demandes de subventions, vous ne voulez pas en refaire une énième à un autre bailleur, remplir d'autres cases, etc. Néanmoins, si le bailleur il vous pose des questions, il faut qu'il trouve les réponses dans le narratif du projet. Et si vous faites appel à des annexes, et s'il y a des annexes dans votre projet, mettez-le dans le narratif. Vous mettez par exemple dans votre partie activité de forage. Activité 1, forage d'un puits, avec installation d'une pompe à motricité humaine, etc. etc. Et ben, vous me mettez, voire devis, annexe numéro 1, devis du forage, voire annexe 2, devis de la pompe, etc. etc. Citez vos annexes parce que du coup, ça facilite énormément la vie. Et en fait, c'est ça un petit peu l'histoire d'une demande de subvention aussi. Plus vous êtes clair, plus vous mettez le bailleur de fonds dans des dispositions où il va vouloir lire le projet, il va vouloir se poser des questions et où il va sentir que vous avez une maîtrise. Donc, quand vous mettez des dépenses, il faut qu'il y ait des devis. Vous faites de la construction, il faut qu'il y ait un plan. À qui appartient le terrain, des lettres d'engagement, des rapports de mission, etc., etc. Tout ce qui permet d'agrémenter votre projet de façon qualitative. Mais elle ne remplace pas le dépôt de dossier. D'accord ? Hein, parce que parfois, si vous voulez, on lit le narratif d'un projet et puis on se rend compte que dans les activités, il y a un devis pour des panneaux solaires. Et dans tout le narratif du projet, il n'y a aucune mention de panneaux solaires. Ou inversement, dans tout le narratif, on a des panneaux solaires, et dans le budget, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas d'annexe qui mentionne des panneaux solaires, il n'y a rien du tout. Donc là, si vous voulez, moi, en tant que bailleur de fonds, si le dossier n'est pas complet, je peux le refuser, parce que je me dis, l'association, elle ne mentionne jamais qu'il y a un panneau solaire, et puis tout d'un coup, j'ai un panneau solaire qui débarque. Oui, mais pour moi, un panneau solaire, c'est de l'entretien, c'est de la maintenance, c'est de la technique, c'est un dimensionnement électrique, c'est des onduleurs. Et donc, du coup, ça implique toute une méthodologie. Donc, si je vois qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça de nulle part, moi, je vais mettre en point de vigilance. Ne comprends pas pourquoi il y a un panneau solaire, ne comprends pas pourquoi on me met en annexe tel document alors qu'on m'a évoqué totalement autre chose dans tout le projet. Ça a peut-être l'air totalement évident ce que je vous dis, mais ça élimine énormément de dossiers, ça. L'incohérence entre le budget, les annexes et le narratif. Faites-vous relire. Voilà, mais je vous assure, moi ça me fend presque le cœur parfois de refuser des dossiers simplement parce qu'il y a des incohérences. Mais en même temps, s'il y a des incohérences, moi en tant que bailleur de fonds, je continue à penser la suite et je me dis, oui, mais s'il y a des incohérences maintenant, comment vont être les rapports intermédiaires, comment va être le rapport final? Il va y avoir des incohérences tout le temps. Non, c'est pas possible parce que moi je vais vous donner des fonds, donc j'ai besoin de me sentir à l'aise en tant que bailleur. Donc, précision, un seul dossier de demande de fonds par session et par bailleur. Ne me déposez pas 3 dossiers à l'agence des micro-projets par session. Je viendrai. Pour vous dire, vous me déposez 3 demandes de subvention sur un appel à projet à l'agence des micro-projets pour la session de septembre. Si je veux être drastiquement méchant, je ne vous lis même pas un seul dossier. Donc, on le fait rarement parce qu'on est conciliant, mais sachez que c'est une demande de subvention. Vous le savez, faites-en qu'une seule. Par contre, vous pouvez avoir une demande de subvention pour l'agence des micro-projets et une demande de subvention pour sport et développement en même temps. C'est 2 bailleurs différents, 2 sessions différentes. Ça n'impacte pas le fait que vous ayez sollicité tel ou tel bailleur. Mais voilà, vous déposez un projet d'adduction d'eau à l'agence des micro-projets, vous ne déposez pas en même temps un projet, d'électrification d'un centre de santé. Voilà. Un projet, un bailleur, une session. Voilà.
tac, tac, tac. Processus. Donc, vous allez déposer un projet à la session de septembre ou à la session de mars. Vous allez payer 20 € en ligne qui nous permettent, nous, de faire fonctionner un petit peu la plateforme sur le plan technique. On va lire le projet en interne. Si le projet, il apparaît comme convenable, c'est-à-dire qu'il respecte la méthodologie que je viens de vous présenter, on va le faire lire en externe. Le jury externe, c'est un jury, une femme, un homme, spécialiste de la thématique du pays dans lequel vous mettez en œuvre le projet. Donc, vous mettez un projet, par exemple, je ne sais pas, de conception de serviettes hygiéniques lavables au Burkina Faso. Je vais chercher quelqu'un de spécialiste sur cette thématique-là. Cette personne-là, même si moi, par exemple, j'ai trouvé le projet bien sur le plan méthodologique, cette personne-là, je n'ai pas d'influence sur elle. Donc, si elle considère que votre projet il ne respecte pas la thématique, il ne respecte pas la méthodologie technique de votre projet, il vous refusera. Et moi, j'y pourrais pas grand-chose. Parce que à l'agence, on n'est pas des spécialistes je suis encore moins un spécialiste des serviettes hygiéniques lavables parce qu'en plus, je suis un homme. Et donc, du coup, moi, je fais lire ce projet en annexe. Et si le jury externe me dit, bah là, écoute, ça va pas du tout, ou là, ça va, c'est top, ils prennent en compte les normes sanitaires, ils prennent en compte le fait que les femmes ont tant de niveau de revenus pour acheter ce genre de produits, etc., etc. Et ben là, il va éventuellement, ou elle va éventuellement me donner un avis plutôt favorable, voire favorable au financement. Et c'est là où, en jury final, on va décider si vous êtes sélectionné ou pas. Sachant qu'il peut y avoir, du coup, entre votre dépôt de dossier et le résultat de la dotation, plusieurs mois. Parfois, souvent, on tourne autour de 3 mois pour savoir si vous êtes financé ou pas. Donc, quand vous déposez au 1er avril, là, on vient de publier les résultats, donc début juillet, donc avril, mai, juin, voilà, 3 mois. 3 mois pour avoir une réponse, à peu près. Après, on va vous verser les fonds en mode 2 tiers, 1 tiers. Vous nous demandez 10 000 €, on va vous verser 6 667 €, puis ça au début du projet, et à la fin du projet, donc quand vous nous aurez remis le bilan final de votre projet, donc c'est vous qui avancez ce dernier tiers, c'est-à-dire 3 333, là on vous rembourse des frais. Voilà. Donc, l'agenda, appel à projet sport 30 septembre, appel à projet agence des micro-projets 14 septembre, les clôtures. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Rappelez-vous de ces dates si vous voulez déposer à l'un ou à l'autre. Je rappelle que ce que j'ai expliqué pour l'agence est valable en grande partie pour sport et développement. Sport et développement, on va financer des projets pérennes dans le temps, qui sont viables, qui respectent le cadre législatif et réglementaire du pays, qui respectent énormément de critères. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Encore une fois, pour le sport, vous contactez ma collègue, il ne devrait pas y avoir de problème. Enfin, plein de ressources. Vraiment un gros paquet de ressources. La médiathèque de l'agence des micro-projets qui vous met des ressources à disposition sur toutes les thématiques eau, santé, éducation, des fiches de bonnes pratiques, des guides, ce que je vous ai expliqué au début, le site de l'agence ou le site de sport et développement. Vous avez un tutoriel indispensable à avoir. Ça répète ce que je vous ai dit en partie lors de cette journée. Mais voilà, vous les retrouvez, les tutoriels, sur le site internet, dans la rubrique comment soumettre un projet pour l'agence, et pour sport et développement, vous aurez le lien aussi sur la plateforme. Et je vous ai mis le lien aussi pour les objectifs de développement durable. Voilà. Sachez que le réseau régional multi-acteurs GESCOD vous met aussi à disposition de la documentation, il vous référence plein d'acteurs. Je sais que par exemple, GESCOD, vous êtes beaucoup en lien avec le programme Solidarité Eau pour les projets qui mettent en place des projets hydriques.
Le programme Solidarité Eau, c'est des spécialistes eau au niveau international pour la France. Si vous mettez en place un projet eau et que vous faites partie de la région Grand Est, contactez GESCOD. Ils ont quelqu'un d'attitré spécifique pour les projets eau et cette personne pourra vous accompagner pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on attend d'un projet eau. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres spécialistes et que vous êtes en lien avec d'autres ONG spécialistes, mais je sais que pour l'eau, vraiment, vous pouvez les solliciter. C'est avant dessous, oui. Pour l'eau, on a quelqu'un, donc Marie Mangin, qui remplace Amélie Ezel à partir de juillet sur le site de Nancy, qui est vraiment mise à disposition de PSO pour l'accompagnement des acteurs sur tout ce qui est projet eau et assainissement. Voilà. Donc, ne pas hésiter vraiment à contacter GESCOD, mais même que ce soit multithématique, pour vraiment pour qu'on puisse vous apporter un accompagnement aussi au montage de projet. Voilà, exactement. C'est toute thématique, mais voilà. Sachez que les RRMA ont parfois quelques petites spécialités ou quelques accords avec des organismes qui peuvent vous aider. Voilà, des petites questions, même si je vois qu'il est déjà un petit peu tard, 19h25. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu généralistes ou pas Dites-moi. Non, moi, je n'ai pas de questions spécifiques. Je trouve que c'était très complet, très dense. Et puis, sachant qu'on peut avoir une aide de toute façon au moment de la constitution du dossier, c'est déjà appréciable. Donc, non, j'ai pas de questions particulières. Je voulais savoir simplement si on pourra disposer de l'enregistrement, quand est-ce qu'on pourra en disposer? Oui, tout à fait. Il sera diffusé donc, sur nos réseaux et via mail. Donc, le lien sera communiqué. Ouais. J'en profite également pour vous mettre dans la conversation, mais je vous les recommuniquerai également les différentes formations en lien avec les micro-projets qui seront réalisés en région Grand Est, donc par GESCOD. D'accord. Donc, il y en a 5 de prévus pour le moment qui suivent le cycle. Et qui sont en distanciel, en présentiel, qui sont dans le Grand Est? Qui seront en présentiel, oui. Et dans le Grand Est? Sauf si le contexte sanitaire évolue, mais a priori en présentiel. En présentiel, on sait où exactement ou bien... Vous avez les lieux qui sont mentionnés aussi. Ouais, vous en avez à Strasbourg, Tinqueux, Châlons, Nancy, Metz. Voilà. Sachez que je précise, vous pouvez avoir un refus, il n'est pas rare, il est même régulier d'avoir un refus de l'Agence des microprojets. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons reçu 115 dossiers à la session de printemps, nous en avions présélectionné 54 et financé 34. Je précise, sur les 115 dossiers que nous recevons, je vais rester poli, un peu tout et n'importe quoi. Donc, du coup, ne prenez pas en compte ce chiffre-là, c'est-à-dire que parfois, on reçoit des dossiers, typiquement, sur les 115, j'ai construction d'une école, point. Voilà, 20 000 €, financez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, ce projet, il fait partie des 115, mais si vous voulez, moi, c'est des projets qui ne m'intéressent pas. Si vous êtes un projet qui respecte la méthodologie que je viens de vous présenter, si vous êtes accompagné par le réseau, si vous êtes accompagné par nous, et que vous respectez un certain nombre de critères, vous serez présélectionné. Après, c'est ce que je vous ai dit, il y a des experts qui vont lire votre dossier. Et là, moi, je perds un petit peu la main sur le projet. C'est là, est-ce que sur le plan technique, vous êtes bon ou pas? Si vous n'êtes pas bon, vous passerez. Si vous êtes, si vous n'êtes pas bon, vous ne passerez pas. Si vous êtes bon, vous passerez. Donc, les bons dossiers qui respectent la méthodologie qu'on vous demande, sachez qu'ils ont une bonne chance de passer. Quand on en présélectionne 54 et qu'on vient en financer 34, c'est plus d'une chance sur 2. Donc, c'est loin d'être négligeable. Mais le problème, c'est je pense que GESCOD le sait aussi bien que moi. On a beau essayer tout le temps de former, de faire des réunions d'information, on a beaucoup de dossiers qui ne respectent pas ça. Et donc, du coup, qui viennent être écartés. Voilà. Oui, mais un refus. Attention à la cohérence entre le narratif, le budget et les annexes. C'est bien ce que vous avez dit.
Oui, bien sûr. Et un refus, par contre, ne vous empêche pas de redéposer le projet après. Vous pouvez être refusé à une session et le redéposer après pour l'améliorer. Un refus n'est pas éliminatoire en soi dès la première fois. Vous pouvez, bien entendu, continuer les dépôts et apprendre parce que on vous fait toujours un argumentaire détaillé des raisons du refus d'un projet. Et donc, du coup, ça vous aide à l'améliorer. Voilà. Donc, un refus à une session ne vaut pas élimination pour la chose. Ouais. D'accord. En fait, oui, ça c'est pour nous, c'est un projet au Burkina Faso, au Togo et au Bénin. Voilà. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement généralistes ou pas? Sinon, on va laisser tout le monde aller commencer à préparer la nourriture parce qu'il est 19h30. Non, c'est bon? Non, c'était très intéressant. Voilà. Très clair, précis. Ouais. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Très bien. J'espère que sur les... Alors, je ne sais pas combien de personnes on a eu au maximum de connectés en même temps. Tu sauras, Chloé. 1, 2, 3. Voilà. 9 personnes, du coup. 9 personnes moins de moi, voilà. Et donc, du coup, bah, tu me feras, tu me diras, tu me transmettras un petit peu les noms. contacts, bien sûr. Ouais. Donc, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous avez des questions, vous contactez le GESCOD, Chloé, ou elle vous mettra en relation avec la personne qui est en charge peut-être plus de la sous-région dans laquelle vous êtes. Et puis, Chloé vous transmettra aussi mes coordonnées, mais contactez d'abord GESCOD avant de me bombarder de questions. Voilà, il n'y a pas de problème. Si un jour vous venez à me contacter, alors s'il vous plaît, petite méthodologie simple, ne me faites pas un mail de 4 pages, parce que je n'ai pas le temps de lire 4 pages. Vous me mettez le nom de l'association, le réseau auquel vous êtes affilié, le projet que vous menez, le pays d'origine, enfin le pays d'intervention dans lequel vous allez faire le projet, et vous me dites ce que vous voulez en 2-3 lignes. Ne me mettez pas des tartines, parce que je ne peux pas lire les tartines malheureusement. Voilà, mais soyez court, simple, précis, concis, et vous n'avez pas de problème et on vous recontacte. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter Chloé aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et un bon repas. Merci beaucoup également. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'était comme c'est ça. Salut Prudence. C'est beau. Bon, maintenant c'est fini. Hein. Bon, enfin bon, c'était un peu... C'est toujours compliqué. Après, il faut voir sur le terrain ce que ça donne. Il faut voir sur le terrain ce que ça donne. Franchement, moi, des trucs comme ça, c'est oh là là, c'est long. Tu vois, je tourne deux pour expliquer un truc. Mais... Bon, c'est... Ça, tu peux le garder si tu veux. J'en ai d'autres.